Et on rappelle la thématique de la semaine, Mali, des élections crédibles sont-elles possibles? Bonsoir Dougou Kolo Bakonaré. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Observatoire Kissal, une ONG malienne des droits humains. Alors on va tout de suite commencer par cette remarque d'un internaute, Romaric Babouko, qui est à Brazzaville, au Congo. La réciprocité de la confiance entre le peuple malien et son gouvernement constituera une force vitale pour des élections crédibles et pacifiées. C'est ça la clé. Est-ce que le peuple doit avoir confiance? Est-ce qu'il a raison? Il y a des raisons d'avoir confiance en ce scrutin. Bon, bien sûr, c'est difficile de parler du peuple de manière unitaire, mais il y a quand même eu de nombreux scandales durant cette présidence. Les scandales financiers, mais aussi les problématiques liées à la sécurité. On pense beaucoup aux exactions dans lesquelles les soldats maliens ont été impliqués ces derniers mois. Et ça donne quand même une certaine mesure du manque de confiance qu'il peut y avoir dans les campagnes, dans les zones qui ont été durement touchées, aussi dans les anciennes zones qui ont été conquises par les forces djihadistes il y a maintenant 6 ans. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'un gouvernement avec un bilan mitigé de cette manière-là, c'est un gouvernement qui sera capable de faire tenir le pays encore pendant 5 ans? Donc je pense qu'il y a bien sûr la possibilité d'organiser les élections, avoir confiance au gouvernement pour les organiser, mais aussi la question de la confiance au gouvernement même après les élections. Carlos Papanegro en Angola nous dit que les élections seront crédibles si seulement la commission électorale est réellement indépendante. Et il y a une grosse pression finalement sur cette CENI. Oui, et je pense que la pression sur cette CENI, elle est très liée à la question de la confiance justement au régime. Un événement qui s'est passé ces jours-ci, c'est la validation des candidatures pour les présidentielles. Certains candidats, donc Cheikh Modibo Diarra, qui est vu comme l'un des géants des élections présidentielles, il y avait eu beaucoup de doutes sur sa candidature finale. Et au bout du compte, hier, on a eu le résultat, il sera candidat, ça a été validé. Mais ça aussi, ça montre bien qu'entre les deux périodes, ça parlait beaucoup. On disait, est-ce qu'il n'y a pas eu des manipulations au niveau de l'État? Est-ce qu'il y a des candidats qu'on veut écarter? Mais ça contribue d'une pression sur la commission électorale, dans la mesure où elle doit faire face à ce que l'opinion publique dit aussi. Et c'est très difficile de rester indépendant et de ne pas entendre tous ces bruits. Donc elle aurait aussi des influences, c'est ça que vous dites? Oui. Le dossier des cartes électorales, Ousmane Sangaré au Mali nous dit il y a trop de retard dans la confection et la distribution des cartes d'électeurs. Où on en est finalement dans cette distribution? Elle a commencé le mois dernier, il y a 2 semaines environ, d'après ce qu'on nous avait fait comprendre, ces fameuses cartes électeurs biométriques. Il y a beaucoup à dire là-dessus et je pense que l'angle des droits humains que nous on traite chez Kissal, c'est un angle qui est intéressant aussi. Aussi bien pour la question de la sécurité que pour la question du droit au vote de manière générale. Il y a énormément de Maliens qui sont des déplacés internes. Il y a encore des réfugiés très nombreux. Même aujourd'hui, on a publié sur les réfugiés du camp de Mbera en Mauritanie. Et donc, toutes ces personnes-là, c'est quand même un vivier important qui ne pourra pas voter, qui n'a pas eu accès à des pièces lui permettant de voter. Et puis, sur le retrait des pièces, beaucoup de gens se sont rendus dans des centres pour retirer leurs pièces et ont entendu que ce n'était pas possible parce qu'ils n'étaient pas inscrits à cet endroit-là. Et donc, c'est un effort en soi de se déplacer physiquement. Parfois, c'est un danger aussi quand on est dans la région de Mopti, dans d'autres endroits du Mali. Et c'est ça peut décourager. Ça peut décourager. C'est aussi un temps qu'on investit dedans. Et ça, c'est même sans parler du fait que le jour de l'élection, il faudra aussi se déplacer pour aller aux urnes. Oui. On sait que l'alternative, en tout cas avancée par le gouvernement, c'est les cartes Nina. Mais là, l'opposition n'en veut pas, elle craint des fraudes. Est-ce qu'elle pourra, jusqu'au bout, les contester? Je pense que l'opposition est quand même dans une ligne assez claire d'aller aux élections et son rôle en ce moment, en tout cas ce que l'opposition est en train de faire, c'est d'essayer de pointer les différentes dérives qui sont possibles, les tentatives de fraude, les bourrages d'urnes, la manipulation des listes d'électeurs, l'accès aux pièces pour voter comme il faut. Et pour ça, elle compte beaucoup sur les observateurs. Mais qui seront ces observateurs internationaux, la MINUSMA? La MINUSMA, quand même, a un rôle de référent dans l'écosystème malien. C'est une mission multidimensionnelle, c'est vraiment le correspondant numéro 1 des Nations Unies, mais aussi de la MISAEL,
qui est donc là pour le compte de l'Union africaine. Et même pour les experts indépendants différents qui sont mandatés par les Nations Unies pour intervenir au Mali, c'est le premier point d'atterrissage. Et donc, il y a beaucoup d'attentes auprès de la MINUSMA pour pouvoir prendre ses responsabilités, rappeler que le processus de paix au Mali compte aussi sur les élections, sur la capacité des Maliens à s'approprier la démocratie pleinement. Alors, s'approprier justement la démocratie. Côté sécurité, parce que vous l'avez effleuré tout à l'heure, Abdoulaye Sy à Brazzaville nous dit « Je pense que si l'armée malienne travaille avec la MINUSMA et le G5 Sahel, ça va se dérouler dans le calme. » C'est un vœu pieux? Qu'est-ce que ça veut dire travailler avec ces différentes organisations-là? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Il y a les formations au sein de la MINUSMA, au sein aussi de la coopération avec l'Union européenne. Il y a le programme d'entraînement de l'Union européenne. Il y a aussi toutes ces tractations autour de la loi de programmation militaire. Donc je pense qu'il y a une mesure de collaboration déjà. Mais il ne faut pas s'attendre à une solution magique. Ce ne sont pas ces différents partenaires-là qui vont permettre d'apaiser les tensions sociales. Et puis même, il y a eu des formations pour tout ce qui est droits humains auprès de l'armée malienne. Mais chaque semaine, chaque jour pratiquement, nous, on a quand même ces informations qui nous reviennent du terrain, des exactions qui sont commises, des arrestations arbitraires, de la torture aussi. Donc je ne suis pas sûr que ces collaborations-là se traduisent réellement en actes sur le terrain. Alors on suivra évidemment avec attention. Nos internautes sont beaucoup revenus sur les déclarations du Premier ministre malien sur ce plateau la semaine dernière quand il a dit que le Mali n'était pas en guerre. Cette remarque de Soumaïla Bébi à Gundam, Mali, fait cette remarque donc comment qualifier l'attaque de Sévaré et celle de Gao sur le G5 Sahel et Barkhane n'est-elle pas une réponse au groupe terroriste? Alors, est-ce que ça sert de ne pas reconnaître finalement qu'il y a une guerre civile? Est-ce que ça sert à avancer au Mali? Enfin, moi, j'ai du mal à entendre qu'il n'y a pas de guerre civile au Mali. Et puis, on a quand même eu des signes précurseurs sur tout ce qui est en train de se passer maintenant. Le centre, on en parle beaucoup, mais le centre, on a commencé à en parler en 2015 lorsqu'il y a eu des attaques au mois de janvier contre des soldats maliens. Mais depuis début 2013, il y avait quand même des signes qui permettaient de voir que les choses ne se passaient pas totalement comme c'était prévu. Lorsque l'opération Serval a eu lieu et que les forces maliennes ont commencé à avancer vers le centre, il y a eu un certain nombre d'exactions. Et il faut quand même indiquer qu'on parle beaucoup de djihadisme au Mali. Moi, je pense qu'il y a des radicalisations, mais des radicalisations diverses. Des radicalisations qui sont dues, bien sûr, à l'endoctrinement djihadiste, mais aussi des radicalisations qui sont dues à la victimisation qui est produite par une certaine terreur exercée par l'État. Et je me souviens qu'au moment de la présentation de la feuille de route au mois de février 2013, à l'Assemblée nationale, ça avait été dit, notamment par la députée de Douanza, Madame Dicko, qu'il fallait vraiment faire attention en avançant parce qu'on était vraiment en train de créer des nids de destruction du tissu social. Et ça n'a pas arrêté petit à petit depuis 2013. Aujourd'hui, il y a des endroits au centre du Mali où on ne peut pas faire campagne. Et c'est très paradoxal parce qu'en 2013, la campagne présidentielle s'est faite dans ces coins-là. La campagne aussi pour les législatives s'est faite dans ces coins-là. Mais aujourd'hui, en plein jour, des endroits où on pouvait aller en pleine nuit, on ne peut pas s'y rendre. Donc c'est difficile d'entendre qu'on n'est pas dans un contexte de guerre civile au Mali, d'autant plus qu'il y a énormément de tensions, de conflits, de meurtres quotidiennement entre différentes communautés, alimentées par l'absence de l'État, alimentées aussi par l'utilisation de proxy. Pour finir, on va regarder ce que dit Sevon Blakos au Maroc. IBK était élu pour lutter contre les terrorismes, IBK évidemment le président malien. Autrement dit, les rébellions. Est-ce que c'est un raccourci? Les rebelles et les terroristes ne sont pas pareils. Et d'ailleurs, il faut aussi s'entendre sur le terme terroriste aujourd'hui. Les terroristes, aujourd'hui, au Mali, font référence avant tout aux djihadistes. Mais il y a une forme de terreur dans les milices communautaires qui se multiplient de plus en plus. Et je pense que ces milices n'ont jamais été aussi nombreuses au Mali. Donc sur ce plan-là, forcément, on ne peut que dire qu'on peut mieux faire. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes président d'une ONG malienne des droits humains, Dougou Kolo Bakonaré. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.